présence ce matin pour cette conférence d'Annick Leclerc qui est organisée par l'association Tous pour la Syrie et en collaboration avec la direction du musée des Beaux-Arts. Je vais commencer par vous inviter à éteindre vos téléphones portables pour le calme de tous et qu'on fasse un moment sympathique ce matin. Tous pour la Syrie est une association humanitaire basée à Rennes. Son but, c'est d'apporter aide et soutien à la population syrienne et à ses réfugiés qui sont les victimes d'un douloureux conflit armé qui bouleverse le pays depuis mars 2011. Tous pour la Syrie est composé de citoyens d'âge, de sexe, de nationalité, de profession, de confessions différentes, mais qui partagent tous l'envie de ne pas rester inactifs face au drame humanitaire syrien. Les objectifs de l'association sont d'apporter une aide humanitaire à la population syrienne. Alors là-bas, en acheminant des containers de vêtements, de matériel médical et scolaire. Ici, en accompagnant des réfugiés dans leurs démarches et dans leurs projets, cours de français, démarches administratives, de logement, d'insertion dans l'emploi, et en proposant des temps d'échange conviviaux et amicaux entre Français et Syriens. Et l'association travaille aussi en Jordanie, où elle a participé à la construction d'une école pour les enfants réfugiés syriens à Azraq. L'association tente aussi de sensibiliser les Français à la situation du peuple syrien et à développer des échanges culturels par des conférences, des événements. C'est ce qui nous rassemble ce matin. Ronan Lucas, qui est le président de Tous pour la Syrie, va attirer votre attention sur quelques points avant qu'on écoute Annick Leclerc. Oui, bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci Annick d'être là ce matin. Merci à vous toutes et à vous tous également. Oui, moi j'ai un message clé à faire passer ce matin. L'association Tous pour la Syrie repose que sur des bénévoles, il n'y a aucun salarié dans l'association. C'est 70 personnes adhérentes à peu près à l'association et c'est 15 personnes actives, on va dire, de manière très régulière et très dynamique. Mais 15 personnes, c'est vraiment insuffisant pour répondre à toutes les attentes qu'il peut y avoir de la part des Syriens qui sont présents à Rennes et à Rennes Métropole et aussi pour les projets à l'international. Et donc le message clé que m'ont donné mes collègues présents ici aussi ce matin, c'est en gros il faut doubler les effectifs. Donc si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes toutes et tous intéressés par ce sujet, vous êtes sensibles aux difficultés rencontrées par les Syriens, et donc forcément vous avez votre place parmi nous. Donc je vous invite à venir discuter avec nous à la fin de la conférence. Et puis l'aide, ça peut être aussi, ça peut être de l'aide dans la durée, mais ça peut être aussi de l'aide ponctuelle. À savoir qu'on a des activités. Typiquement là, on cherche à amener un container rempli de vêtements, de matériel médical, de jouets, par exemple à la frontière syrienne. On n'a pas encore réussi à remplir ce conteneur. On a une activité de collecte tous les samedis matins de 10h à 12h, 4 avenue de Pologne à Rennes. Donc faites passer le message, apportez-nous des vêtements, tout type de petit matériel comme ça nous sera utile et on pourra faire partir ce conteneur, mieux ce sera. Ça fait partie des petites aides ponctuelles sur lesquelles avant l'hiver. Voilà. Sinon, on a de plus en plus de demandes aussi d'aide à l'hébergement, à savoir qu'il y a des Syriens ici à Rennes qui n'ont pas d'hébergement. Voilà, et donc on a beaucoup de difficultés à trouver des familles d'accueil, soit pour des personnes, des jeunes adultes, soit même pour des familles. Donc concrètement, il nous faut du monde pour passer les messages dans les collectivités autour de Rennes Métropole ou dans des réseaux de citoyens qui pourraient être ouverts à ce genre de choses, même si on sait que ce n'est pas forcément évident. Hébergement en famille ou des logements. Ou des logements, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Sinon, il y a le soutien financier. Je voulais vous faire savoir également que beaucoup d'associations reposent sur des plateformes participatives en ligne de financement, financement donc participatif. Nous, notre compte sur une plateforme très connue qui est Alloasso a été fermé. En 2017, ça a été fermé parce que, tout simplement, on a une activité en lien avec la Syrie. Tous pour la Syrie. Le simple nom a suffi pour fermer notre compte.
C'était plusieurs centaines d'euros par an qu'on récoltait grâce à cette visibilité qu'on avait sur Internet, qui aujourd'hui a été supprimée, malgré tous les recours qu'on a pu faire. Voilà. Et on n'est pas les seuls, hein. Il y a beaucoup d'associations en lien avec la série qui s'est arrivé également. Donc on a beaucoup moins de visibilité, et donc on sollicite aussi votre soutien par l'achat de petites choses qui sont présentes ici, des savons d'Alep, etc., ou des dons que vous pouvez faire en ligne directement sur notre site internet. Voilà, ça c'est un autre point. Et puis ensuite, on a des opportunités d'activité à l'international. Audrey vous a dit, on participe au financement d'une école, de la construction de 2 classes dans le camp d'Azraq en Jordanie. Mais il y a d'autres opportunités d'aide, ce qu'on appelle d'aide au développement dans les pays du Moyen-Orient, voilà. Et on manque de ressources internes pour porter ces projets-là, alors que typiquement la Rennes Métropole propose des soutiens financiers pour ce genre d'action. Donc si vous êtes intéressé aussi pour participer, porter un projet dans l'année vers, ça peut être à la frontière au Liban par exemple, des choses comme ça, mais bien sûr nous prenons de bonnes contributions. Voilà, je ne serai pas plus long, et maintenant place à la conférence. Annick Leclerc est chargée de mission au musée du Louvre. Elle participe aux préparations d'expositions et elle a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages, notamment Les Arts de l'Islam au musée du Louvre. Elle est aussi chargée de cours à l'école du Louvre sur les arts de l'islam. En parallèle, son activité de guide conférencière l'a amenée de nombreuses fois à aller en Syrie, un pays auquel elle s'est attachée et où elle a des amis. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir il y a 2 ans pour la conférence « La Syrie de l'Antiquité au début du XXIe siècle ». Aujourd'hui, c'est de Palmyre qu'Annick Leclerc vient nous parler. Palmyre, on la surnomme la perle du désert. Avant d'être victime de la terrible guerre qui meurtrit actuellement le pays et ses habitants, la ville était une étape incontournable de tout voyage en Syrie. À mi-chemin entre Euphrate et Méditerranée, avec sa population cosmopolite et sa culture plurielle, la cité fut un exemple de mélange harmonieux et d'équilibre entre Orient et Occident. Une passerelle entre les mondes romains et perses. Alors je vous laisse écouter Annick Leclerc, qui nous raconte et nous rappelle la splendeur de Palmyre. Après sa présentation, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Alors donc, Palmyre est située à peu près à l'endroit du Y de Syria, que vous voyez ici. La Syrie, vous voyez ses frontières actuelles. Et Palmyre est donc, comme on vient de le dire, à peu près à mi-chemin entre l'Euphrate qui coule depuis la Turquie actuelle jusqu'au golfe arabo-persique, donc il fait ce lien, et la Méditerranée. C'est dans la steppe, une steppe semi-désertique, mais qui est entourée quand même de chaînes montagneuses. Et en hiver, il peut y avoir de la neige, même dans cette région-là. Et qui dit neige, dit fonte des neiges au printemps, et donc eau. Il y a de l'eau, il y a des sources dans cette région de Palmyre, ce qui a permis l'éclosion de cette ville très particulière, enfin de ce lieu particulier. Les reliefs sont aussi des lieux où peuvent se mettre des postes de garde. C'est un lieu donc stratégique dans cette steppe, dans ce semi-désert, on va dire. Et dans une antiquité assez éloignée, les populations qui étaient des populations qui n'étaient pas agrégées en une véritable ville, c'était encore des nomades, des semi-nomades, des bédouins, faisaient de l'élevage d'ânes. Bien avant que le dromadaire n'arrive dans cette région, vers le 7e siècle, mais il n'arrive pas avant, les bédouins de ce désert élevaient des ânes, et les ânes étaient les animaux de bas des caravanes auparavant. Voilà. Alors, le peuplement de cette région a été un peuplement au premier millénaire de Sémites, d'Araméens, et même avant, deuxième millénaire, et ces peuples qui sont ici, comme tous ceux de la région du Proche-Orient d'ailleurs, étant donné que c'est une région carrefour,
sont des voyageurs, on va dire, des intermédiaires du commerce, et si bien qu'on parle déjà des habitants de cette petite localité en formation, qui ne s'appelle pas Palmyre, mais Tadmor, hein, le vrai nom c'est Tadmor, T-A-D-M-O-R, je vois qu'il y en a qui prennent des notes. On parle déjà au deuxième millénaire de ces Tadmoréens dans les textes que l'on a trouvés, soit dans la ville de Mari sur l'Euphrate, soit même dans ce qui est la Turquie aujourd'hui, dans la région de la Cappadoce. Donc vous voyez déjà qu'au deuxième millénaire, les Tadmoréens avaient des liens commerciaux avec les populations de l'Euphrate, et donc forcément qui étaient liées au golfe arabo-persique, mais également de l'Asie mineure. Alors, je vous ai dit les sources, et une source importante qui se trouve ici et qui a donné naissance à cet embryon de cité, c'est une source que l'on appelle la source FK, EFQA, et grâce à laquelle, malgré que ces eaux soient sulfureuses, c'est cette humidité présente qui a permis cette oasis. Donc, les gens de Tadmor sont à la fois des éleveurs d'ânes puis de dromadaires et des cultivateurs, des agriculteurs, hein, avec ces fameux palmiers dattiers. On voit ici une partie de l'oasis avec au fond le grand temple de Bel qui est aujourd'hui détruit. Alors, dans l'histoire, je vous ai dit qu'on parle de ces Tadmoréens déjà au deuxième millénaire, mais la véritable histoire de la ville va commencer à l'époque que l'on appelle hellénistique. Qu'est-ce que c'est l'époque hellénistique? C'est quand les Grecs viennent s'installer au Proche-Orient, vont chasser les Perses qui y étaient, et les successeurs d'Alexandre le Grand vont se partager le territoire qu'il a conquis, et un de ces généraux qui s'appelle Séleucos va avoir tout ce territoire dont fait partie la Syrie actuelle. Et c'est à cette époque hellénistique que l'on va voir être fondées des dizaines de villes de type hellénistique, avec des rues qui se coupent à angle droit, etc. Et que l'on va voir émerger une première cité là où est Palmyre aujourd'hui. Alors, ce n'était pas une grande cité avec ses rues bien déterminées, perpendiculaires, mais c'est à cette époque du IVe siècle avant Jésus-Christ que l'on voit émerger cette première petite ville. Cette petite ville de l'époque grecque, hellénistique, donc qui est ici, va faire de plus en plus de commerce avec l'Orient, je dirais pas seulement avec l'Orient, mais avec l'Occident, entre l'Orient et l'Occident. Et vous voyez que Palmyre se trouve sur une des routes de la soie. Ces routes qui partent de la Chine et qui passent par l'Asie centrale actuelle, par l'Iran actuel, et vous voyez qu'une de ces routes va passer par Palmyre, mais Palmyre qui est aussi sur une autre des routes de la soie, qui elle va descendre le long de l'Euphrate, par le golfe arabo-persique et l'océan Indien, et va rejoindre les routes par là. En fait, il manque des bouts de route qui vont remonter sur l'Asie centrale et jusqu'en Chine. Mais les gens de Palmyre avaient des concurrents très sérieux qui étaient ceux que l'on appelle les Nabatéens. Les Nabatéens sont des Arabes dont une des grandes constructions est Pétra, un des grands lieux d'installation est Pétra, et le royaume nabatéen s'étendait sur une grande partie du nord
de l'Arabie actuelle, c'est-à-dire à peu près comme cela, vous voyez, mais qui remontait aussi relativement loin en Syrie. Et d'ailleurs, au 1er siècle de notre ère, le gouverneur de Damas, à l'époque où saint Paul arrive à Damas, est un Nabatéen. C'est une époque romaine pour la Syrie, et les Romains font avec la présence de Nabatéens en Syrie. Vous voyez, c'est très complexe. Donc, les gens de Palmyre qui font du commerce ont comme concurrents premiers les Nabatéens. Ces Nabatéens qui sont vraiment très très forts en commerce, mais qui, à l'époque romaine, au 1er siècle après Jésus-Christ, vont être soumis à l'Empire romain et du coup vont perdre cette avancée qu'ils ont dans le commerce, et les Palmyréniens vont devenir plus importants dans le commerce de l'époque entre Orient et Occident. Mais déjà avant Jésus-Christ, Palmyre était quand même suffisamment riche pour attirer les convoitises d'un Romain célèbre, qui est Antoine, le fameux Antoine et Cléopâtre, n'est-ce pas? Et qui va vouloir mettre la main sur les richesses de Palmyre. En fait, il va repartir sans grand-chose parce que les Palmyréniens, sachant qu'il arrive, vont vite partir avec le plus gros de ce qu'ils ont, de leurs richesses. Voilà. Donc, on va voir à partir du 1er siècle cette Palmyre qui va être d'abord annexée par l'empereur romain Tibère vers l'an 17 après Jésus-Christ. Au 2e siècle, ça va être un très grand siècle pour Palmyre. Il va y avoir en particulier la visite de l'empereur Adrien en 129, qui visite Palmyre, qui va être reçu avec son armée de manière grandiose. Et c'est à la fois l'apogée de Palmyre et l'apogée de ces Palmyréniens, dont une famille au IIIe siècle va devenir très importante. Venons au IIIe siècle. Je reviens. Vous voyez que sur cette route qui rejoint le golfe arabo-persique, il y a un lieu qui s'appelle Spasinu Charax. En fait, il s'agissait d'un petit royaume dans lequel les fouilles ont révélé que des Palmyréniens étaient, en tant que commerçants, bien sûr, déjà bien établis. On a trouvé des lieux de culte, de dieux palmyréniens, etc. Mais également dans le golfe arabo-persique, par exemple à Bahreïn, on a trouvé présence de Palmyréniens à cette époque-là. Donc ils s'exportaient en tant que commerçants très loin, au-delà de Palmyre. Donc, au IIIe siècle, il y a dans l'Empire romain la dynastie des Sévères. Il y a un empereur de cette dynastie qui va épouser une princesse syrienne. Et cette princesse syrienne, qui s'appelle Julia Domina, va avoir des enfants, dont le fameux Caracalla, qui est ici, qui est donc mixte. Voilà. Et c'est Caracalla qui va donner la citoyenneté romaine aux Syriens en 212. Et Palmyre va accéder au statut envié de colonia. Il ne faut pas penser colonia au sens de colonie comme on les connaît dans l'époque moderne. Ce n'étaient pas les colonies du genre colonie française, non. Mais colonia, c'était vraiment un statut important dans les villes de l'Empire romain. Et Palmyre va accéder à ce statut. Donc le IIIe siècle, vous voyez, c'est le statut c'est le siècle où Palmyre va accéder à son apogée, mais malheureusement également à son déclin assez rapidement, car je vous avais parlé des Perses qui vont expulser les Grecs quand ils arrivent dans cette région, mais les Perses
sont toujours à la fois des pourvoyeurs dans le commerce de la soie, mais des rivaux dans ce commerce également. Or, une famille perse au IIIe siècle, qui s'appelle les Sassanides, vont prendre le pouvoir et vont fermer l'accès au golfe pour les Palmyréniens. Les Palmyréniens vont donc ne plus pouvoir aller directement par le golfe et l'Iran, à travers l'Iran ou à travers l'océan Indien, vers les richesses chinoises. Ce qui va faire que les Palmyréniens vont être obligés de trouver une solution. Les Sassanides, ces Perses sassanides, vont commercer directement avec les Romains qui étaient devenus de grands amateurs de soie, à tel point qu'il a fallu légiférer sur le port de la soie à Rome. Il y avait des hommes qui s'habillaient en soie, et c'était vraiment considéré comme décadent. Parce que, en fait, il a fallu légiférer et ne pas laisser les hommes s'habiller en soie parce que ça faisait une fuite des devises. Les Romains s'épuisaient à acheter de la soie. Or, donc, avec les Sassanides, le commerce va être fait directement, et non plus par l'intermédiaire des Palmyréniens, directement entre les Perses sassanides et les Romains, dans une petite ville qui est aujourd'hui située dans le sud-est de la Turquie. Vous voyez, les Palmyréniens sont vraiment coupés de la majeure partie de leur richesse. Donc il va y avoir des guerres entre cette partie du Proche-Orient, entre les Romains, même s'ils font du commerce directement avec les Sassanides, entre les Romains et les Perses. Et ces guerres vont durer pendant des dizaines, voire des centaines d'années. À tel point que l'empereur romain Valérien, va être fait prisonnier par un empereur perse sassanide, et on voit ce bas-relief en Iran, et Valérien ne sera jamais libéré, il mourra en Iran. Alors évidemment, les armées romaines vont vouloir réagir, et un des grands personnages au IIIe siècle, à qui va être confiée la majeure partie de l'armée du Proche-Orient de l'Empire romain, est un Palmyrénien. Il s'appelle Odaïnat, O-D-A-I-N-A-T. Cet Odaïnat, entre 252 et 267, va livrer beaucoup de guerres aux Sassanides, et il va même être vainqueur de l'empereur sassanide qui avait comme titre roi des rois, en persan Shah-in-Shah. D'ailleurs, ce titre-là sera repris par la suite au XXe siècle par le dernier souverain iranien. Odaïnat va être nommé grand général en chef des Romains des armées d'Orient par l'empereur romain, et il reste fidèle à l'Empire romain. Donc il a des titres ronflants, grand général en chef, roi des rois, parce qu'il va prendre pour lui le titre de son vaincu. Roi des rois n'a jamais été un titre romain, mais lui va faire sien ce titre. Finalement, cet Odaïnat va être assassiné vers 267-268, et sa femme, qui est une certaine Zénobie, et qui a un fils de lui qui s'appelle
excusez-moi, surtout que je suis en train d'être enregistrée, hélas, il s'appelle Wabanlat. Zénobie est une femme très ambitieuse. Alors, il faut se remettre dans le contexte de cette époque, c'est-à-dire que l'Empire romain est immense. Il a des frontières extrêmement vastes à défendre un petit peu partout. Et bien souvent, les empereurs meurent assassinés ou meurent sur le champ de bataille, et chaque grand régiment, qui soit dans les zones germaniques ou dans les zones du Proche-Orient ou ailleurs, essaie de porter au pouvoir de l'Empire romain son propre général, si bien que parfois il y a 2 ou 3 généraux en même temps qui sont élus ou portés sur le pavois, si je puis dire, comme empereur romain. Il va falloir que le plus fort gagne. Si bien que Zénobie a quelques légitimités, on va dire, à vouloir pousser sur le trône de l'Empire romain son propre fils, Wabanlat, qu'elle a eu de son mari, Odaïnat. C'est ce qu'elle va faire, elle va le pousser en avant. Ce n'est pas qu'elle veut se détacher de l'Empire romain, c'est qu'elle est certainement plus ambitieuse que ça, et qu'elle voudrait, au moins pour son fils, le trône de l'Empire romain. Et elle va lancer dans l'Empire un grand général de son armée pour conquérir des territoires. D'abord, vers le sud de la Syrie, elle va faire prendre Bosra, la ville de Bosra, puis l'Égypte. Son général en chef va prendre l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Eh bien, pour une chose très simple, c'est que par la mer Rouge, on peut accéder aux routes de la soie, à l'océan Indien et aux routes de la soie, puisqu'il n'y avait plus possibilité de rejoindre à travers l'Irak et l'Iran. Et puis, son armée va remonter, va prendre Antioche, va prendre le reste de la Syrie romaine, va aller même en Anatolie, et au-delà d'ailleurs de cette carte, puisque son armée arrive jusqu'à Ankara, la capitale actuelle, à peu près ici, de la Turquie. L'empereur de l'époque, qui est Aurélien, vous avez vu, je ne vous l'ai pas fait remarquer, mais vous avez vu que Zénobie a été suffisamment ambitieuse pour faire frapper monnaie avec son effigie, avec celle de son fils, alors qu'il y avait déjà l'empereur Aurélien sur le trône de l'Empire romain. Lorsque Aurélien va savoir, alors qu'il combat beaucoup plus au nord, que Zénobie prend du terrain, il va vite revenir du côté du Proche-Orient, et je vous passe les péripéties. Zénobie finira par être prisonnière, il la ramènera enchaînée à Rome, où elle mourra, et on ne sait pas dans quelles conditions elle a terminé sa vie. Plusieurs histoires sont dites, mais tout ça c'est un peu légendaire. On est sûr de strictement rien en ce qui concerne sa fin véritable. Voilà que Palmyre retombe dans un état finalement peu appréciable, puisque ça n'est plus un centre commercial important, ça ne peut plus l'être, mais Palmyre va avoir maintenant un rôle essentiellement stratégique, militaire. Il va y avoir des régiments qui vont être installés au début du IVe siècle, voilà Aurélien, et les armées romaines vont être implantées par Dioclétien au IVe siècle à Palmyre. Palmyre qui va, comme ça, pouvoir être fixée dans cette steppe au centre de cette Syrie entre l'Euphrate et la Méditerranée. Dioclétien va faire mettre un rempart autour de la ville. Voilà. Il va installer son camp ici,
et ça va être la fin de la grande époque de Palmyre. Alors vous avez sous vos yeux le plan vu de l'espace de Palmyre. Alors que je vous dise, vous avez un filet jaune qui est un oued, alors qui se remplit au printemps, hein, qui est sec une grande partie de l'année. Vous avez ici la fameuse source qui a donné naissance à l'oasis, la source FK, et la première ville de l'époque hellénistique était située ici, c'est-à-dire à l'ouest de l'Oued. À l'époque romaine, la ville va se situer à l'est. Ici, vous avez le grand temple de Bel, qui, vous le remarquerez, n'est pas orienté nord-sud, mais vous voyez légèrement décalé par rapport aux axes, et qui, par contre, est orienté avec son entrée vers la source FK. Donc ça, c'est un élément très important dans la fondation de ce temple, qui a été fondé avant Jésus-Christ et qui a vu son état, je dirais, classique à l'époque romaine, avec des éléments de l'architecture romaine, mais avec beaucoup d'éléments aussi locaux et qui n'ont rien à voir avec l'architecture romaine. De ce temple, le plus grand, qui s'appelle le temple de Bel, part une allée très importante, une grande colonnade, on l'appelle la grande colonnade, qui va être construite en plusieurs campagnes de construction. Et en fait, il n'y aura pas au départ de plan d'urbanisme d'ensemble, et ça va être une croissance organique, on va dire, de cette ville sur des dizaines et des dizaines d'années, et qui vont être dues aux citoyens eux-mêmes. Les citoyens de Palmyre sont des commerçants. Les plus riches vont payer l'urbanisme et les monuments de leur ville. Ils vont devenir ce que l'on appelle dans l'Antiquité des évergètes, c'est-à-dire en fait des gens qui vont offrir de leur qui vont offrir de leur argent, excusez-moi. Voilà, qui vont offrir une partie de l'argent de leur commerce à la communauté, hein, à leur ville. Ils vont donc être des mécènes. Et, je reviens quand même sur le plan, voilà. Et c'est pourquoi cette grande colonnade en particulier va être faite avec des orientations différentes en 3 étapes majeures. Donc depuis le temple de Bel, on va avoir un premier tronçon qui va jusqu'à l'arc monumental, qui sera fait plus tard. Depuis cet arc jusqu'à un carrefour où va être installé un tétrapyle, on voit que la direction est différente. Et ensuite, à partir de ces tétrapyles, la direction n'est encore pas tout à fait la même que pour le deuxième tronçon, et s'arrêtera ici. Ici, au tétrapyle, il y aura une autre colonnade qui ira vers l'Oued, qui est le chemin des caravanes en fait. Et on a donc, le long de cette grande colonnade, la plupart des monuments. Donc le temple de Bel, bien sûr, un autre temple très important ici, d'autres que je ne vous nommerai pas. Sur la gauche, donc, vous avez le théâtre. Vous avez ce qu'on appelle l'agora, mais qui est en fait plutôt une place marchande. Et puis, sur la droite, vous avez quelque chose qui a été peut-être le palais de Zénobie et qui sera transformé à l'époque de Dioclétien en therme, donc en bain. Et puis, dans cette zone-là, un quartier résidentiel avec des villas de type romain. Et puis enfin, au IVe siècle, comme je vous ai dit,
le camp militaire de Dioclétien qui sera ici. Alors, la société est une société tout à fait qui est citadine, mais qui n'a pas oublié son passé nomade et qui continue à connaître très bien les puits et les routes du désert. Et c'est pourquoi ils vont être, pour les Romains, de véritables armateurs du désert. Les Romains ne pouvaient pas passer à travers ce désert sans le concours de ces Palmyréniens. Et ces Palmyréniens pouvaient se faire aider de troupes romaines pour les aider contre les attaques d'autres personnes du désert, éventuellement, mais ils étaient capables eux-mêmes, et simplement eux-mêmes, d'aller de Palmyre à l'Euphrate et jusqu'au golfe arabo-persique. Car ce n'est pas rien. Passer dans un désert, il faut connaître non seulement les points où les dromadaires peuvent boire, ça c'est très important, manger ça l'est moins, mais ça l'est aussi un petit peu, et il faut savoir négocier le passage sur des territoires tenus par des tribus. C'est très important, il faut frapper à la porte, toc toc toc, vous êtes là, est-ce que vous permettez de passer et de faire d'abreuver mes troupeaux là où je vais passer. Donc ce sont de véritables armateurs pour le grand commerce. Mais parfois, ils vont même être au-delà de ce statut d'armateur du désert, ils vont être aussi armateurs au sens où on le connaît maintenant, armateurs sur l'océan Indien. Car on a vu dans une des tombes de Palmyre un riche palmyrénien qui a fait représenter un bateau dont sans doute il était propriétaire pour faire venir les marchandises d'Extrême-Orient. Alors ces Palmyréniens sont bien implantés dans l'Empire romain et on va trouver des Palmyréniens un petit peu partout dans l'Empire. À Rome, par exemple, il y a sur la colonne Trajane, vous savez que Trajan a fait raconter toutes les histoires de ces différentes batailles au long d'une colonne qu'il a érigée sur son forum. Et une de ces batailles qu'il a livrées contre les Daces, qui sont en fait les Roumains d'aujourd'hui, ces batailles ont été aidées par des archers venus de Palmyre. Ici, sur sa colonne, c'est la partie justement où on voit des archers palmyréniens faisant partie des troupes de Trajan. On a aussi des stèles de Palmyréniens qui sont morts en Égypte, etc. Autant on a des traces de Palmyréniens dans le reste de l'Empire romain, autant on a également dans Palmyre traces d'autres habitants de l'Empire romain venus et parfois morts à Palmyre. Des gens qui ont fait du commerce et qui ont laissé leurs traces à Palmyre. Donc cette société riche, mécène, va prendre parfois les habitudes, même vestimentaires, et en tout cas la culture romaine, même s'ils ont aussi de la culture à eux, locale, qui fait partie des traditions des Bédouins. Ici, vous avez un Palmyrénien qui s'est fait représenter, revêtu du manteau romain, et regardez bien comment il est coiffé et avec une courte barbe, à la mode d'Adrien. Adrien était passé, je vous le rappelle, à Palmyre, et ça a donné lieu à une mode chez les Palmyréniens riches. Ils se font représenter aussi avec les habits des habitants du désert et qui ont l'habitude d'aller sur les dromadaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, avec une toge ou un manteau, aller sur un dromadaire.
il faut s'habiller comme s'habillent les Iraniens d'ailleurs, avec des pantalons et une tunique qui vient à moitié les cuisses, si vous voulez. Donc on a ce type de costume. Ça me fait penser un peu aux grands patrons de l'industrie japonaise qui, dans la journée, s'habillent en costume cravate et le soir, chez eux, revêtent l'habit traditionnel, beaucoup plus décontracté. Les femmes de la haute société se faisaient représenter aussi dans les tombes, dans tous leurs atours, avec le bandeau frontal, le turban, puis le voile au-dessus de leur tête, et avec tous leurs bijoux. Et cet art de Palmyre, très hiératique, vous voyez cet air hautain que peut susciter cette femme, avec certainement un réalisme, mais un réalisme bien adouci par rapport au réalisme romain. Donc on a quelque chose de plus stylisé qui est tout à fait caractéristique de l'art de Palmyre. Cette statue nous montre également, avec ce torse qui a une tablette et un stylet écrivant sur la cire de la tablette, montre des gens qui étaient cultivés, qui savaient lire, écrire, et qui étaient bien intégrés dans cet empire romain, mais qui conservaient quand même leur personnalité et une certaine autonomie. Alors, maintenant, la religion, quelle est-elle? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, on ne sait pas tout, loin de là, de la religion des Palmyréniens, mais cette source FK, qui a donné naissance à ce lieu, a été divinisée en quelque sorte. Et il y avait, à sa sortie, qui est là, des autels votifs où on installait des offrandes, etc. Donc ça, c'est un aspect qui précède l'arrivée de l'Empire romain ici. Beaucoup des dieux principaux étaient liés avec le ciel, avec le soleil, avec l'aigle, le dieu du ciel. Hein. Et deux grands dieux à Palmyre se partagent, on va dire, le panthéon, à savoir le dieu Bel, dont l'animal symbole était un aigle, et le dieu Balchamin, également représenté par l'aigle, mais qui, dans sa représentation sous forme humaine, est ici représenté avec la cuirasse des soldats de l'armée romaine, entouré de deux dieux extrêmement locaux, Agribole et Yaribole, dieux astraux, vous voyez, la lune, les étoiles, tout ça est très lié au ciel. Il y avait aussi des dieux secondaires, comme des dieux qui protégeaient les caravaniers. Ici, vous en avez deux, auxquels la personne du centre fait des offrandes. Il y avait aussi des dieux étrangers. On a Héraclès, Astarté, qui est une déesse qui vient du Liban. Hein. Ces deux dieux sont des dieux locaux. Et puis, des dieux des nomades arabes. Alors, cette déesse, qui est en fait une déesse arabe, a été, parce que les Romains adoraient faire le rapprochement avec leur propre panthéon, comme vous savez, et cette déesse arabe a été à un moment donné considérée comme la déesse Athéna. Et les riches palmyréniens ont fait faire une statue en marbre, sans doute à Antioche, par un atelier romain d'Antioche, un très bon atelier. Ils ont fait faire de leur propre déesse une copie, comme l'Athéna du Parthénon, Athéna de Phidias. Elle était au musée de Palmyre. Alors, on va voir un temple, il y en avait plusieurs, mais on va voir seulement le grand temple de Bel,
dont l'entrée se trouve orientée vers la source sacrée, FK. Vous voyez qu'il y a un grand périmètre qui est en fait plus de 200 mètres de côté, avec au centre, sur un podium, un petit temple qui semble comme ça, rapidement, quand on regarde, de type romain. Mais des éléments nous troublent. Par exemple, vous avez des merlons qui sont au-dessus des murs et même du temple, qui sont un élément d'Irak, enfin de Mésopotamie. Vous avez également l'entrée du temple, à proprement dit, qui est située sur un grand côté, alors que les temples romains se présentent avec l'entrée en façade du petit côté. Normalement, un temple romain est couvert avec un toit à 2 pentes. Or, ici, ça n'est pas le cas, c'est un toit en terrasse. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir des cérémonies au-dessus du toit. Et ensuite, vous voyez que dans l'enceinte, ici, il y a un passage en souterrain, un passage pour les victimes animales des sacrifices qui se faisaient ici. Il y avait un autel et il y avait aussi un autel à libation. Et sans doute par ici, il y avait une grande salle pour des banquets des victimes sacrificielles animales qui étaient partagées par les membres de la confrérie de ce dieu, de ce grand dieu, d'El, ici. Voilà. Alors, la salle du temple est entourée par un portique, donc par des colonnes, et entre les colonnes et les murs du fond, il y avait de grandes poutres et de grandes dalles qui étaient décorées. Alors ça, c'est une maquette. On rappelle que les chapiteaux étaient dorés à leur fin. Et avant d'être détruit par Daesh, le temple se présentait encore comme cela, ce qui est aussi très différent de l'architecture romaine, c'est qu'il y a des fenêtres en hauteur de la salle du temple, de la salle intérieure. Alors, ces grandes dalles et poutres qui sont tombées sur le sol lors de tremblements de terre, la Syrie, je rappelle, est quand même sur une zone aussi sismique. On en a retrouvé des blocs, bien sûr. Et par exemple, ici, on a ces fameuses grosses grappes sur les rinceaux, comme cela, qui évoquent des rinceaux du décor romain. Ici, on a un drôle de dieu, donc ça doit être le combat du dieu Bel contre Marduk, un dieu mésopotamien. Mais ici, sous cette grande dalle, il y a des scènes aussi qui sont sculptées en relief, dans un style différent, qui faisait partie de cette pièce à la même époque, cependant. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont visité Palmyre? Je peux voir? Oui, d'accord. Donc, vous n'avez pas forcément mis le genou à terre pour voir ce qu'il y avait sous cette poutre, mais je vais vous montrer. Vous voyez la finesse de cette sculpture. Voilà. Alors, le plan de Bel, vous avez un très grand escalier qui monte, vous avez cette entrée unique sur le grand côté, les colonnes qui sont tout autour, voilà. Et on a, c'est pas du tout romain, on a 2 pièces de chaque côté qui sont accessibles en hauteur par des escaliers, et on voit sur le plan qu'il y a des escaliers qui montent vers le toit.
ici et là. Donc il y avait forcément des cérémonies, sans doute au Nouvel An, sans doute à des endroits bien spécifiques de l'année, dans le calendrier. Voilà. Et lorsque l'on entre dans le temple, on voit un de ces, alors ça s'appelle un thálamos, ces salles en hauteur, qui sont typiquement proche-orientales, rien de romain, et donc derrière, dans les angles, il y avait accès à la terrasse, et on voit cette dalle qui couvrait en bloc monolithe ces deux salles, l'une qui était destinée au dieu Bel, et l'autre à son épouse, on va dire, son épouse divine, qui était dans ce cas Astarté. Voilà. Alors, quels étaient les rites ? On ne sait pas exactement, mais on a quelques éléments, par exemple des offrandes de fruits, comme ici, des libations avec de l'eau lustrale, de l'eau sacrée, sans doute de la source FK, des processions de dieux divers et variés, parce qu'il y avait plusieurs dieux, naturellement, et souvent le symbole du dieu, la représentation du dieu était transportée dans des petites tentes très luxueuses, revêtues de soie sans doute, invisibles aux personnes qui regardaient se déplacer la procession. Et ici, on a une scène de cette procession qui est regardée par différents personnages. Ici, des hommes, là, des femmes, et là, des femmes. Alors, approchons-nous de ces trois femmes voilées, car on n'a pas attendu l'islam pour que les femmes se voilent au Proche-Orient. Aussi bien dans le monde gréco-romain que dans le monde perse, car les femmes de la haute société étaient bouclées à la maison. On n'appelait pas ça des harems, mais des gynécées. Et lorsqu'elles sortaient, il fallait qu'elles soient voilées et accompagnées par des chaperons. Voilà. Mais vous avez vu ce graphisme très élégant et très expressif, avec le voile, on voit l'attitude des femmes. Les fouilles ont révélé à l'endroit où devaient se passer les banquets de victimes sacrificielles des centaines de petits jetons, alors qu'ils pouvaient être en bronze ou bien en poterie, en terre cuite, et qui représentaient différentes choses. Voilà. Il fallait montrer patte blanche, c'était un petit peu comme un ticket d'entrée à cette salle pour pouvoir participer au banquet. Alors, venons-en à l'urbanisme. Donc, je rappelle, le temple de Bel, 3 tronçons de la grande colonnade, avec le théâtre, l'agora et place marchande, le quartier résidentiel et la dernière excroissance qui est le camp de Dioclétien. Cette représentation, le temple de Bel étant par ici, l'arc monumental, dont on voit très bien ici que pour faire passer imperceptiblement le passant d'une orientation à une autre, on va intégrer dans cet arc ici un passage beaucoup plus épais que là, de manière qu'on ne s'aperçoive quasiment pas qu'on a changé de direction. Donc voilà le deuxième. Le carrefour avec le tétrapile, c'est-à-dire ces 4 grandes piles avec des statues en dessous. Il y avait une autre colonnade ici, et le 3e tronçon. Le camp de Dioclétien, le théâtre, l'agora, place marchande, peut-être l'ancien palais de Zénobie transformé en bain à l'époque de Dioclétien, et le quartier résidentiel, ou du moins un des quartiers résidentiels. Voilà une photo par un photographe avec une aile volante, l'Oasis, le temple de Bel, 1er tronçon, arc monumental, 2e tronçon, tétrapile, autre allée, 3e tronçon,
théâtre, agora, place Marchand. Alors, vous avez ici ce qui restait de l'arc monumental, et vous voyez que puisque cet arc laissait le passage d'une colonnade qui était faite d'une allée entre deux rangées de colonnes, mais de chaque côté de cette allée centrale, il y avait des allées qui ouvraient sur des échoppes. Voilà un aspect de cet arc qui était superbement décoré, dont des motifs qui n'ont pas cours ailleurs dans l'Empire romain, par exemple ces troncs de palmiers dattiers, qui ont fait aussi une partie de la richesse de Palmyre. Alors, si on s'engage dans cette colonnade, on voit que les colonnes étaient pourvues de ce que l'on appelle des consoles, qui étaient ces petites étagères, en quelque sorte, qui étaient là pour soutenir les statues des mécènes qui les avaient fait construire. Car un mécène pouvait donner une partie de son argent pour construire 1, 2, 3 colonnes, ou pour faire une statue divine, ou pour faire telle et telle chose pour sa ville. Et pour le remercier, on mettait sa statue sur une colonne, par exemple, et en avant des consoles, on gravait le nom de ce personnage, et on faisait un petit résumé de ce qu'il avait offert à la ville. Alors, de ces statues, il n'en reste quasiment plus. Et il y en avait encore avant l'explosion par Daesh, de ces statues en pierre, mais les plus belles statues devaient être en bronze. On a retrouvé par exemple cette main de bronze, mais le bronze est hélas un métal qui peut se refondre pour fabriquer autre chose, et il n'en reste plus du tout à l'heure actuelle à Palmyre. Voilà. Alors, on va avancer dans les villes, arc monumental, voilà, théâtre, agora. Ce théâtre, qui n'était pas achevé lorsque Palmyre est entré en déclin, vous voyez que la place autour, il y avait une très très grande place vide, qui aurait certainement été occupée par des gradins supplémentaires, de plus en plus, mais la chute du commerce a fait que tout a cessé tout d'un coup. Donc le théâtre de Palmyre est resté petit, et voici son mur de scène, qui était un des très beaux murs de scène du Proche-Orient, des théâtres romains. L'agora, une place marchande, qui s'étendait sur un terrain très, très vaste et qui n'a pas du tout démérité au point de vue architectural, puisque ces colonnes, qui étaient au nombre de plus de 88, je crois, étaient là aussi avec des très beaux chapiteaux et des statues sur les consoles. Et il y avait même deux fontaines dans cette place. Et on a retrouvé à Palmyre ce que l'on appelle le tarif. Ce sont de très grandes dalles entièrement inscrites en araméen et un peu en grec aussi, et qui ont un rapport avec les taxes municipales. Alors il faut savoir qu'il y avait des octrois, des douanes, à quelques dizaines de kilomètres de là, si bien que le gros du commerce de Palmyre ne transitait pas dans Palmyre, auquel il aurait fallu payer des taxes. La plupart des soieries véhiculées par les commerçants palmyréniens allaient au-delà
pour rejoindre plus directement les commerçants romains. Mais une petite partie des soieries entrait quand même dans Palmyre pour les très riches qui adoraient se vêtir de soie. On a retrouvé de la soie chinoise dans les tombes de Palmyre. Alors, lorsque les marchandises entraient dans Palmyre, elles étaient taxées. Mais on taxait aussi les professions. Et ce grand mur des taxes, que l'on appelle le tarif, est aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Et on l'a traduit naturellement. Et je peux vous dire que parmi les taxes qui étaient prélevées, il y avait celle du plus vieux métier du monde. Et les prostituées étaient taxées par jour de l'ordre d'une passe pour la journée. Voilà. Le reste, c'est tout pour elles. Alors, de l'autre côté, on a ces bains de Dioclétien avec encore 4 colonnes de granit venues d'Assouan. Assouan, au sud de l'Égypte. C'est pourquoi, puisque c'est Dioclétien qui a laissé la dernière trace à cet endroit, et qu'il vraiment ne devait pas dépenser de l'argent autrement que pour ses armées à cet endroit, on pense que cet endroit a pu être le palais de Zénobie, en tout cas quelqu'un de très important. Et à cet endroit qui est devenu des thermes à l'époque de Dioclétien, on a trouvé des statues, en particulier ce superbe fragment de Vénus aux belles fesses, les Vénus calypiques, n'est-ce pas, qui montrent que c'était des thermes. D'ailleurs, il y avait avec la salle froide, la salle tiède et la salle chaude. Ça a été des thermes à un moment donné. Voilà. Et dans la partie des villas romaines, on a trouvé certains vestiges qui montrent que les villas étaient bâties autour d'une cour avec des colonnes, que dans ces cours il y avait des sols en mosaïque, comme cette mosaïque qui a été remontée dans le musée de Palmyre avec Cassiopée, donc c'était des thèmes mythologiques romains. Voici le détail en couleur. Et les pièces étaient décorées avec des têtes en stuc, des corniches, avec des masques de théâtre ou des personnages de la littérature, etc. Maintenant, venons-en à l'architecture et au reste funéraire, enfin, l'architecture funéraire. Le plus simple, lorsque l'on enterrait quelqu'un et qu'on avait quand même suffisamment d'argent pour payer cela, on s'offrait une stèle qui était donc érigée perpendiculairement à son lieu d'inhumation, avec la représentation du défunt derrière un tissu qui était mis comme une sorte de rempart, c'est-à-dire qu'il était passé de l'autre côté, du côté des morts. Et on inscrivait en araméen son nom, et c'était terminé par le mot « hélas ». Alors, au 1er siècle de notre ère, on va avoir cette mode d'ériger, pour les plus grandes familles évidemment, d'ériger des tours extrêmement hautes et qui pouvaient contenir jusqu'à des centaines de personnes, de défunts. 300 était un chiffre tout à fait valable d'emplacement pour des défunts d'une famille élargie, évidemment, hein, c'est presque un clan. Et malheureusement, ces tours ont été détruites par Daesh. Alors, vous voyez, ces tours étaient mises sur le flanc de chaque côté, sur les collines, là,
de chaque côté de l'Oued où passaient les caravanes. Et c'était une façon d'asseoir son prestige en disant, vous voyez, nous, la famille Intel, nous avons nos défunts qui sont là, etc. Faites des prières pour nous en passant. Voilà une de ces tours. Et je vais vous montrer donc cette coupe, ce dessin en coupe qui avait été fait au XVIIIe siècle, avec ce que l'on appelle des loculi, et chaque loculus était un emplacement pour mettre un défunt. Une fois que le défunt était mis, on bloquait avec une dalle sculptée à l'effigie du défunt. Vous allez voir ce que ça donne. Alors on entre, vous avez un très beau plafond, ça c'était une des plus belles tombes qui existaient, qui n'existent plus, avec des pilastres à chapiteaux, et vous devinez de chaque côté des endroits pour glisser les défunts. Parfois les dalles ont été retirées et se retrouvent dans des musées. Quand elles restent encore sur place, voilà ce que cela donne. Je vous invite d'ailleurs à aller au musée du Louvre. Il y a une salle entièrement dédiée à Palmyre et où plusieurs dalles funéraires ont été exposées un petit peu de cette manière-là, un peu comme si on entrait dans un tombeau. Alors, une autre façon d'ériger un tombeau, c'était de le faire à la manière d'une maison ou d'un palais ou d'un temple. Donc quelque chose qui était construit à la manière d'un édifice soit religieux, soit civil. Donc ça, c'est la façade d'un des plus grands tombeaux qui a été fait de cette manière. Et à la fin du tronçon de la troisième colonnade, il en existe un autre qui ressemble un peu à un temple, et on se demande si par hasard ce ne serait pas l'endroit d'inhumation de Odainat, car il fallait être sérieusement important pour pouvoir clore ainsi la perspective de cette colonnade et être en pleine ville en quelque sorte, enfin, même si c'est à l'orée de la ville, mais voilà. Alors, un troisième type d'hypogée, de tombeaux, ce sont les hypogées, c'est-à-dire les tombeaux souterrains qui ont été déblayés en quelque sorte sous la terre et qui vont être faits là aussi pour des centaines d'occupants. Mais ce sont des emplacements pour des personnes peut-être un peu moins riches que les précédentes, puisque l'on a vu que des familles faisaient faire cela et revendaient à d'autres familles une partie des emplacements. Leur revendaient des concessions funéraires, si bien que, alors ici, il peut y avoir des décors sculptés ou des décors peints, et dans ce tombeau, ce sont des décors peints avec des mythologies romaines en rapport avec l'éternité, avec le passage dans l'au-delà. On a Ganymède, où on a aussi Ulysse. Et Ulysse aussi, dans l'histoire d'Ulysse, il y a un passage qui est en rapport avec l'au-delà. Ici, nous avons une de ces dalles de concession. La famille Intel a fait faire cette hypogée et a revendu tant de loculi à telle famille, qui parfois en revendait encore. C'était une vraie opération immobilière. Alors, dans ces hypogées, on a trouvé aussi pas mal de ces sculptures qui montrent des familles entières, avec le père, le fils aîné, les enfants plus jeunes, la mère. Voilà. Parfois, c'est la femme elle-même qui a fait faire un monument à son mari défunt. Là, il est devant, il n'est pas derrière, mais devant le voile funéraire, mais peu importe, c'est la même chose. Et elle s'est fait représenter à côté de son mari défunt et à côté de son coffre à bijoux, on va dire, à richesse. Certainement, il y avait des bijoux, des soieries, des parfums qui étaient dans ce coffre-là.
Je vais vous faire défiler quelques personnages. Celui-ci est un prêtre que l'on reconnaît à sa coiffe particulière, légèrement évasée, et avec une couronne, une sorte de couronne de laurier, on va dire, au-dessus. Et il a des objets de culte, son petit récipient pour verser l'eau lustrale, etc. Ce personnage est un personnage qui n'est pas un prêtre, lui, avec une sorte de manteau à la romaine, et vous voyez, ses noms sont gravés en araméen d'un côté et en grec de l'autre, parce que même à l'époque romaine, les populations parlaient essentiellement grec en Syrie. Celui-ci s'est fait représenter avec son dromadaire, qui est la source de ses richesses, évidemment. Il devait en avoir plusieurs dromadaires, d'ailleurs. Celui-ci est un jeune, il est un berbe, il a juste une petite palme dans la main, et il est représenté devant ce rideau funéraire. Et les femmes se font représenter souvent avec un fuseau et une quenouille, car comme Pénélope, elles étaient souvent dans leur gynécée, et il fallait bien qu'elles passent leur temps. Hein. Mais elles se font représenter avec tous leurs atours, avec leurs bijoux, avec leurs plus beaux habits. Donc voilà comment elles sont coiffées. Elles ont un bandeau, elles ont un turban, et par-dessus, un voile. Voilà. Alors, elles ont plus ou moins de bijoux, mais elles en ont toujours. Et celle-ci s'est fait représenter avec un bijou qui en fait est un très très vieux bijou qui date des siècles avant Jésus-Christ et qui était celui d'une déesse de Mésopotamie. Et à la grande époque de Palmyre, on voit que les femmes ont repris ce type de bijoux. Vous voyez tous les colliers, bracelets, bagues, fibules, boucles d'oreilles, pampilles, etc. Que cette femme a. Cette femme qui a le même type de bijoux qui descend avec des pampilles sur le front, s'est fait coiffer avec un type de coiffure en côte de blond qui était à l'époque celui de l'impératrice romaine, enfin de la femme de l'empereur romain de l'époque. Et donc, Palmyre était la petite Rome à cette époque. Cette femme s'est fait représenter avec son bébé, peut-être qu'elle est morte en couche. Les jeunes enfants étaient représentés souvent soit avec des palmes, soit avec des grappes de raisin ou des petits oiseaux. Cette femme, très exceptionnellement, s'est fait représenter avec son sein dénudé. Son bébé, ici, a été martelé, malheureusement. Hein. Mais voilà, elle donne le sein, tandis que celle-ci est extrêmement prude. Donc, vous voyez, il y a quand même de l'invention, il y a quand même de la création. Ce ne sont pas des portraits interchangeables. Il y a un certain réalisme, mais beaucoup de hiératisme dans ces portraits hautains. Alors, donc, après le IVe siècle, il va y avoir, disons que la population est beaucoup plus réduite, elle va se christianiser. Dès le IVe siècle, à Palmyre, il y a un évêque qui va faire partie du concile de Nicée. Et puis, on va voir arriver les premières armées arabes qui vont passer par l'Irak et par Palmyre avant d'arriver à Damas. Donc, ce sont les armées de Khaled, célèbre conquérant. Et Palmyre va continuer à être une ville habitée, mais bien sûr moins riche. Et sur l'emplacement de la colonnade va s'établir des souks. Il faut dire aussi qu'il y avait des échoppes déjà à l'époque de la Grande Palmyre, mais là ça va être des souks un petit peu n'importe comment qui vont empiéter un peu partout. Et au Moyen-Âge, il va y avoir cette forteresse
qui est cette citadelle qui va être construite au sommet de cette colline, que l'on voit ici d'avion. Et en fait, ça va être très tard que l'Occident va redécouvrir Palmyre. Les tout premiers à arriver à Palmyre vont être des marchands anglais. Et le premier dessin qui va être fait à la fin du XVIIe siècle est celui-ci d'un panorama qui n'est pas forcément très très lisible, mais où on a déjà quand même plusieurs éléments qui nous sont parvenus. On a aussi en 1790 cette caravane qui a été peinte et on va avoir ça c'est à la fin du 18e, et dans la première moitié du 19e siècle, il va y avoir de véritables aventuriers. C'est pas rien d'arriver à Palmyre à cette époque-là. Les tribus bédouines sont extrêmement indociles par rapport au pouvoir central ottoman, c'est l'époque ottomane de la Syrie, et sont souvent en lutte contre les Ottomans et en lutte entre elles dans le désert et la steppe. Si bien que quand on est un étranger, c'est pas évident, on se fait couper la tête, hein, on se fait tuer très facilement, donc il faut soudoyer, il faut arriver à se faire accepter pour arriver jusqu'à Palmyre. Et on a au XIXe siècle de vrais aventuriers qui arrivent dans cette première moitié. Par exemple, il y a une Britannique qui est la nièce du Premier ministre de l'époque, William Pitt, qui est une femme qui s'appelle Lady Hester Stanhope. Allez voir sur Internet, hein, c'est une femme tout à fait extraordinaire, que l'on voit ici, s'habiller de manière locale, et qui va arriver à Palmyre, tenez-vous bien, avec 22 dromadaires pour tous ses effets. Il faut le faire quand même. Hein. Et bon, comme beaucoup d'Occidentaux à l'époque dans ces régions-là, ils faisaient partie un peu des espions à la fois, parce qu'à force de bien connaître la région, eh bien, ils étaient sollicités, ces gens-là, pour renseigner les grandes puissances que deviennent la France et la Grande-Bretagne. Alors, justement, les Français et les Britanniques commencent beaucoup à grenouiller dans cette région, et à la fin du XIXe siècle, il y a les Allemands aussi qui arrivent, et l'empereur Guillaume II, qui va soutenir beaucoup les Ottomans, et qui va être aussi moteur dans la fabrication, je dirais, dans la construction des chemins de fer au Proche-Orient. Mais c'est sous Guillaume II que vont avoir lieu les premières fouilles à Palmyre. Après la Première Guerre mondiale, il va y avoir le dépeçage de l'Empire ottoman et les mandats britanniques et français dans cette région du monde. La Syrie va tomber dans l'escarcelle des Français, comme le Liban, et on va voir arriver à Palmyre des régiments de l'armée française. Et à cette époque, avec l'armée, on va voir Mermoz qui arrive à Palmyre, qui va quasiment mourir dans les montagnes autour de Palmyre, car son avion va tomber faute d'essence dans les montagnes, et il va être sauvé à l'extrême limite, je dirais, par des méharistes de l'armée française qui vont le découvrir en train de mourir. Donc on a ces figures-là qui arrivent à Palmyre, et lorsque l'armée française arrive à Palmyre, la population de Palmyre est réduite à sa plus simple expression et vit entièrement à l'intérieur de l'enceinte du temple de Bel. Parce que justement, le désert et la steppe est peu sécure, peu sûre,
Donc, ils se sont réfugiés là-dedans. Si bien que les Français vont faire dégager le temple de Bel, vont construire une ville nouvelle pour reloger cette population, évidemment. Hein. Et vous voyez qu'à l'époque de cette armée du mandat français, il n'y a pas de route. Ce sont encore des pistes. Hein. Alors, à l'époque, vers 1930, il y a aussi des aventuriers, dont une. Alors, il va y avoir le passage de la croisière jaune, la croisière Citroën, hein, qui va être invité par ce chef qui va jouer les grands hospitaliers. Hein. Mais il y a aussi une femme très étonnante qui va s'établir à Palmyre et qui s'appelle Marga d'Andurin. Alors, allez voir sur Internet, parce que vraiment, c'est une aventurière incroyable, dont la petite fille, aujourd'hui, est une grande historienne de cette région, parce que, justement, elle était très intéressée. Donc, elle travaille maintenant en tant que chercheuse et professeure à l'université. Donc, Marga d'Andurin, allez voir. Alors, voilà. Et dans cette nouvelle Palmyre construite par les Français, il y a une caserne qui deviendra plus tard, à l'époque de la famille Assad, une prison de triste renom. Alors, s'il vous plaît, lisez un livre, témoignage tout à fait incroyable, qui s'appelle La Coquille. Et La Coquille, qui est ici aussi en vente d'ailleurs, est le témoignage d'un Syrien chrétien accusé d'islamisme et jeté en prison pendant 13 ans, je crois. Et il a eu beau dire, mais j'ai rien à voir avec les islamistes, dans ces régimes-là, pour vous montrer à quel point c'était quand même des régimes très difficiles, hein, c'était à l'époque d'Afès, une fois qu'on s'est trompé, on ne revient pas sur ce qu'on dit, on ne se dédie pas en quelque sorte. Voilà. Dans les quelques années qui ont précédé la guerre, Palmyre vivait bien, les antiquités étaient protégées, même s'il y avait des vols, hein, comme un peu partout en Syrie aussi, et ailleurs d'ailleurs. Ici, c'était une équipe japonaise qui faisait des relevés, des dessins, etc. L'Oasis continuait à produire de superbes dates, regardez la grosseur. Les touristes étaient nombreux. La population de Palmyre devait être d'environ 50 000 habitants. Et aux alentours, il y avait encore des semi-nomades, des éleveurs de moutons en particulier, mais il y avait aussi, et ça c'est très important parce qu'on comprend que Daesh était attiré par là, il y avait des champs gaziers et il y avait un aéroport militaire. Alors, voilà la guerre qui arrive en 2011, et cette guerre où Palmyre va être aussi un enjeu. Alors, la population globalement de Palmyre était sunnite, et donc plutôt globalement hostile au régime de Bachar el-Assad. Et Palmyre, dans un premier temps, va rester dans le giron de loyaliste, on va dire, ce qui ne veut pas dire pour ça que le site était protégé. Il y a eu des constructions de routes, de digues, pour mettre les tanks, les lance-roquettes, etc., des tranchées qui ont taillé dans le site. Hein. Donc on n'attend pas Daesh et que le site soit déjà pas mal mis à mal. Et aussi pour que les vols continuent à se faire. Et bien souvent, il y avait, des Syriens qui savent très bien vers où allaient ces vols qui étaient commandités par des gens souvent haut placés.
Là-dessus va arriver Daesh le 21 mai 2015. Donc il y a aussi un livre qui est proposé ici, qui s'appelle Le sacrifice de Palmyre, qui est une véritable enquête d'une journaliste qui a interrogé, comme vous le voyez ici, de nombreux Palmyréniens en exil. Elle n'est pas allée sur place à Palmyre, c'est pas possible, mais elle a interrogé beaucoup de Palmyréniens de tout type, hein, qui étaient pour Bachar, même des fois pour Daesh, des officiers, des experts, des trafiquants d'œuvres d'art. Et en fait, elle voulait savoir pourquoi Palmyre avait été prise aussi rapidement, puisque en une quinzaine de jours, Daesh a pris Palmyre. Alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, l'armée loyaliste était quand même en mauvaise position dans plusieurs endroits de Syrie, dont des endroits importants. Et Palmyre était peut-être un peu moins important à ce moment-là. Mais en tout cas, en une quinzaine de jours, je ne vais pas vous donner les dates très exactes, mais tout ça se passe en 15 jours. Le 11 mai 2015, l'ordre a été donné de transférer à Homs les fonds de la banque, les archives du tribunal et les prisonniers de la prison politique. Donc 15 jours avant, le gouvernement savait très bien qu'ils allaient se retirer et laisser entrer Daesh. Le lendemain, les fonctionnaires loyaux, les officiers et les citoyens notoirement pro-Bachar, il y en avait quand même aussi à Palmyre, on leur a conseillé de se préparer à fuir. Le lendemain encore, des habitants à l'est de Palmyre fuient Daesh et commencent à arriver. On sait. Encore un jour, la radio nationale dit « la situation est bonne ». Quelques jours plus tard, le gouverneur de la région se déplace et vient dire à Palmyre que tout va bien. Il se fait photographier ostensiblement devant la mairie, il va au musée, au marché, mais déjà le même jour, des troupiers n'arrivent pas à contacter leurs chefs qui ont fui. Et parmi les civils, ceux qui sont inquiets et qui veulent fuir vers Homs, vers la ville de Homs, se font tirer dessus pour les obliger à revenir sur Palmyre. Le 19, donc vous voyez, on est parti du 11 et on est le 19, un soldat arrive enfin à joindre par téléphone un supérieur qui lui dit « Ne t'inquiète pas, les avions vont venir frapper ». Et le lendemain, Daesh est dans Palmyre, l'aviation n'est pas venue frapper. Et la télévision nationale dit « Les forces gouvernementales ont dû se retirer après avoir assuré l'évacuation de la plupart des civils ». Et Daesh entre donc, et ils vont tuer les malheureux pauvres troupiers qui sont restés au checkpoint et dont on leur a dit mais il faut rester pour vous protéger. Voilà. Et ils vont armer des jeunes de Palmyre à qui ils vont faire une chorégraphie, ils sont très forts pour ça, Daesh, pour les photos et les vidéos, et ils vont leur faire chacun assassiner un de ces soldats qu'ils ont trouvés. Ils vont tuer des dizaines d'habitants, des proches du régime ou de simples fonctionnaires. Le simple fait qu'on était fonctionnaire voulait dire, fonction publique, vous êtes pro-Bachar. Donc il y a même eu des infirmières qui ont été tuées parce qu'elles étaient fonctionnaires. Ou alors les femmes non voilées, des enfants ont été tués également. Et les corps, on a interdit aux habitants d'enterrer les corps pendant 3 jours. Et on était fin mai dans un désert.
Au bout de 3 jours, ils ont donné l'autorisation d'enterrer. Donc dans la rue, hein, il y avait des corps partout. Les téléphones portables ont été visités, les applications de mécréants retirées, évidemment, au profit d'appel à la prière. Hein. Sur les téléphones, on mettait une appel à la prière. Les chefs de Daesh s'installent dans les belles maisons évacuées, avec des femmes yézidis qu'ils avaient pris en Irak comme esclaves sexuels. Et commencent les destructions. Alors, ils ont commencé par détruire des cimetières modernes, des mausolées de, entre guillemets, saints personnages musulmans, et puis des temples antiques. Pourquoi? Parce que ça fait mal aux Occidentaux, hein. Donc on va y aller. Ça, c'est le temple de Baal-Shamim, qui explose complètement, et ici le grand temple de Bel, avant et après, plus de l'espace. On casse les statues, bien publiquement, pour bien montrer, et puis après, Daesh se ravise. Il se dit, on peut peut-être faire du commerce avec les statues. Donc après, ils vont donner à des particuliers des autorisations de fouille, et les particuliers qui trouvent quelque chose vont déclarer et donner le 20e de ce que cet objet est censé rapporter sur le marché de l'art. Et puis, il y a ce massacre terrible de l'archéologue qui avait consacré toute sa vie à Palmyre, qui était le grand connaisseur de Palmyre, qui s'appelle Khaled El-Assad, et qui va être torturé à mort et suspendu à un poteau de la ville, décapité de manière absolument odieuse, ignominieuse. Ses fils pourront fuir. Il a 2 fils maintenant en France. La ville de Palmyre, avec l'aide des Russes, sera reprise donc le 22 mars 2016, moins d'1 an après sa conquête par le Daesh. Et il va y avoir bien sûr toute une opération de déminage du site et constatation des dégâts. Ici nous sommes au musée. Et puis, parce que les Russes aiment bien aussi faire des promotions publicitaires, hein, comme Daesh, il va y avoir un orchestre de Saint-Pétersbourg qui va arriver à Palmyre, alors que Palmyre est quasiment vidée de ses habitants. On va faire venir des VIP, des VIP de Damas, par hélicoptère, parce que les routes ne sont pas encore sûres, mais pour former un public au théâtre de Palmyre, pour écouter cette musique occidentale, et Poutine en vidéoconférence qui va dire que grâce aux armées conjuguées de Bachar et des Russes, Palmyre a été reprise. Cela dit, Daesh va revenir entre décembre 2016 et février 2017. Et pour terminer ma conférence, je préfère cette belle statue que des photos de destruction. Et je vous remercie d'avoir été patient et de m'écouter jusqu'au bout. Et merci de faire ce que vous pouvez dans la mesure de vos moyens. Souvenez-vous que je viens toujours à titre gracieux et toujours dans un but bien précis, aider. Merci.